travaille à la BSE en mécénat de compétences, à mi-temps. C'est une grande chance, mais c'est pas du tout avec cette casquette-là que je vais parler aujourd'hui. J'étais aussi pendant 9 ans prof de ressources humaines à l'Université d'Aix-Marseille, mais je ne vais pas prendre cette casquette-là. Je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue pendant une vingtaine d'années dans mon entreprise qui s'appelle Groupama, dans la région lyonnaise. Donc c'est une entreprise régionale de 2000 salariés. Où pendant une vingtaine d'années, j'étais responsable du développement des ressources humaines. Donc je n'en dis pas grand-chose de plus, parce que j'imagine que ça devrait vous parler. J'ai encadré des équipes de mobilité, recrutement, formation, etc. Et puis j'ai coordonné un certain nombre de projets transversaux où, évidemment, j'ai essayé de mobiliser un petit peu de sociologie. J'en parlerai plus tard. Merci beaucoup, Blaise, pour cette introduction te concernant. Passer la parole à Marnia, si tu veux bien, Marnia, nous dire quelques mots te concernant. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je m'appelle Marnia Alec, donc moi je suis fonctionnaire territorial. Je travaille dans l'organisme de formation des agents territoriaux qui s'appelle CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, établissement public de formation nationale organisé en délégation régionale. Et moi je vous parle depuis la délégation régionale Île-de-France, où je suis directrice régionale adjointe formation. Donc ça veut dire encadrer 7 antennes départementales, antennes qui regroupent au total une centaine de personnes, qui produisent la formation, le catalogue formation du CNFPT pour les collectivités franciliennes et qui répondent, des agents qui répondent aux demandes sur mesure des collectivités, ce qu'on appelle les formations intramuros. Voilà, je suis au total depuis 11 ans au CNFPT, dont 2 ans de directrice adjointe, et j'étais précédemment en collectivité, en commune de 100 000 habitants de la région parisienne, en ressources humaines également, essentiellement pendant une vingtaine d'années, et la dernière expérience au sein de cette collectivité, c'était le poste de responsable formation, ce qui m'a amené naturellement à faire une mobilité vers le CNFPT. Donc moi je vais vous parler à partir de ces 2 expériences, cette expérience en commune et puis mon expérience de CNFPT, organisme de formation. Voilà. Merci beaucoup Maria, on va découvrir tout ça avec plaisir. Je vais passer la parole à Laurent Tertrais. Laurent, si tu veux bien dire quelques mots te concernant. Merci Grégory. Alors moi je suis le syndicaliste de la table ronde. Peut-être celui des. Peut-être vous avez vu d'autres acteurs syndicaux pendant ces 3 jours. En tout cas pour vous, c'est une incité d'été. Nous, 3 jours de congrès, le 3e jour, on est fatigué. Fatigué mais détendu. Alors je travaille à la CFDT et j'ai aussi un mandat national précisément à la CFDT cadre. Donc c'est la CFDT, on sait plus ou moins, c'est la première organisation syndicale dans le milieu cadre, tout métier confondu. Je dis ça parce que j'ai un mandat interpro, généraliste sur la question de conditions de travail, QVCT, santé de travail, etc. Et puis parallèlement, j'anime une revue qui s'appelle Sobrement en cadre, qui valorise, qui vulgarise les travaux des chercheurs. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est une des étapes pour à la fois valoriser les interventions et en même temps nourrir les adhérents, mais qu'ils soient managers ou bien les militants. Donc je vais vous raconter un peu ma vie. Pourquoi est-ce que je suis arrivé dans le monde syndical? C'était l'époque des 35 heures, donc ça date un petit peu. Aujourd'hui, on reparle de la semaine de 4 jours, donc ça m'intéresse beaucoup. On cherche toujours à questionner le périmètre de l'activité. Et quand je dis ça, je dis tout de suite que nous, on a des idées, on a des envies, aussi des questions sociales qui remontent du corps social. Et puis, pour avoir des réponses un peu étayées, on va aller chercher dans la recherche et dans le cadre universitaire précisément des réponses un peu cadrées. Voilà, donc j'ai une formation à la base de sciences politiques. Je suis pas tout sociologue. Je suis rentré dans le monde syndical sans rien connaître à la sociologie. Et je raconterai après en seconde séquence pourquoi, qu'est-ce qui
fait que j'ai dû. Qu'est-ce qui m'a fait rencontrer précisément des sociologues. Merci Laurent pour cette entrée en matière. Justement, Laurent évoquait la rencontre à un moment qui peut se faire avec la sociologie et comment en fait on rencontre à un moment la sociologie de l'entreprise en particulier, et comment à un moment on se dit finalement c'est un truc qui m'intéresse, qui m'interpelle, quelque chose, je peux essayer d'en faire en tout cas quelque chose. Peut-être proposer à Marnia de dire quelques mots sur ta rencontre avec la sociologie. Merci Greg. Alors moi j'ai rencontré la sociologie de l'entreprise en 2009 en faisant l'executive master de sociologie de l'entreprise et stratégie de changement de Sciences Po, et peut-être expliquer ce qui m'a amené à suivre ce parcours, à préparer ce diplôme. C'est que donc je vous disais tout à l'heure, je travaillais donc en collectivité, donc dans une commune où il y avait une forte tradition formation. C'est-à-dire que la formation, ce n'était pas uniquement des inscriptions à des stages, c'est-à-dire que on avait des dirigeants qui avaient compris que la formation, ça pouvait être un outil stratégique d'accompagnement des ressources humaines, d'accompagnement du changement. Et donc voilà, ils mobilisaient leur service formation, et en particulier la responsable formation que j'étais à l'époque. Et ce que je pressentais, à l'époque c'était vraiment une question d'intuition, c'est qu'on me posait parfois des questions de formation qui pour moi relevaient aussi d'autres choses que de la formation. Il y avait pour moi autre chose à faire, peut-être au niveau de l'organisation, ou du moins élargir un peu le regard au-delà des bénéficiaires pressentis de la formation. Donc c'était ça, et en même temps j'avais besoin, donc cette intuition, il fallait que je la valide quelque part et qu'elle puisse être étayée pour être entendue et surtout écoutée et suivie. Donc ça partait de ça, donc j'ai des lectures, puis un stage d'initiation et puis naturellement le master. Et je suis très contente de l'avoir fait. Je dis souvent, il y a la vie avant et après le master. Voilà. Justement, Arnaud, tu évoqué des lectures éventuelles. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué ou des auteurs qui t'ont particulièrement marqué? Je pense qu'il y a effectivement, alors il y en a beaucoup, mais je pense que les deux vraiment que je mobilise, je dirais presque quotidiennement, ça va être d'abord Claude Dubar sur ses travaux sur l'identité et notamment la double transaction, et prolongement à partir de Claude Dubar, de Mokhtar Kadouri sur les motifs identitaires de l'engagement en formation, comme par hasard. Donc voilà, c'est vraiment fondateur, mais à la fois sur la formation, aussi sur les dispositifs de ressources humaines qui viennent étayer les questions d'identité, ou parfois même les mettre en danger. Donc voilà. Et puis sur les questions, je dirais, pratiques managériales, Norbert Alter, notamment dans l'innovation ordinaire. Peut-être que j'y reviendrai après. Sur sa conception du management, cette question du management en amont, c'est-à-dire que non pas en aval pour contrôler ou considérer, comme il dit, les ressources humaines, on considère souvent que c'est une contrainte. Et Norbert Alter pose le principe des ressources humaines comme ressources, comme le nom l'indique. Et puis peut-être au-delà des lectures, ce que j'ai appris dans l'executive master, c'est le fameux modèle SIC. Ça va parler à un certain nombre de personnes ici. Donc cette grille de lecture, structure, interaction, culture, qui permet à un moment donné de structurer les questions qu'on va se poser pour voir ce qui est en œuvre dans un système social. Voilà. Tout à fait, justement. Merci beaucoup, Marnia. Ça fait bien le lien aussi avec ce qu'on a pu voir sur les 2 premiers jours, justement, cette grille centrale qui permet de se poser en tout cas un certain nombre de questions et qui fait partie de cet équipement qu'on peut mobiliser. Du coup, il y a un lien avec Blaise, justement sur votre rencontre aussi avec la sociologie de l'entreprise. Blaise, tu veux bien nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors, il y a des points communs, effectivement. Moi, je daterais ça, ma rencontre avec la sociologie à 2004, même si, bon, je fais des petites choses avant, mais en 2004, j'ai quitté Paris, le siège de Groupama, et puis je suis parti à Lyon. Donc évidemment, ça a été un changement radical. J'ai donc fait des ressources humaines opérationnelles dans une entreprise de terrain, qui a des clients, qui a des salariés, vraiment, voilà, des métiers cœur, des métiers, pas des planeurs stratégiques, comme dirait Marianne Dujarier. Et donc, c'était une aventure. Je me suis un peu interrogé sur
comment j'envisageais après la suite de mon évolution professionnelle. Donc j'ai pas mal hésité et j'ai un peu balancé entre aller faire un MBA pour devenir cadre dirigeant, comme c'est un peu dans les grandes entreprises, des parcours assez classiques. Et puis, assez vite, j'ai plutôt pris parti d'un autre investissement, peut-être d'une autre forme de liberté, et je suis allé faire le même diplôme que Maria, à Sciences Po, Executive Master, stratégie de changement, diagnostic social. Alors les intitulés ont évolué, mais c'est en gros la même chose. Et alors là, ça m'a évidemment transporté dans un autre monde. C'est vraiment un voyage qui a déplacé mon regard d'abord à l'extérieur de mon entreprise, de mon univers que je connaissais déjà. Et j'ai été très marqué, moi, par l'enquête de terrain qu'on nous a amené à faire auprès des scouts et guides de France. Donc, vous voyez, très loin du monde de l'assurance, très loin des ressources humaines. Et on a parlé de l'engagement des bénévoles, du sens du travail. Bon, alors ça a beaucoup résonné chez moi, ça m'a beaucoup apporté des clés de lecture personnelles, d'abord. Et puis, au bout de 2 ans et demi, je suis revenu, et puis je me suis dit, bon, tout ça c'est bien, mais est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose dans mon métier, dans mon activité? Et alors, comme je suis resté en tout 30 ans à Groupama, c'est une question que j'ai traînée avec moi pendant toute la durée de mes activités. Alors à chaque fois que j'avais un truc nouveau à accomplir, je questionnais systématiquement pour voir la sociologie là-dedans, est-ce que c'est utile, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Alors je vais vous citer quelques exemples pour juste vous montrer la diversité en fait d'objets, de projets qu'il y a à conduire dans les entreprises, où de la sociologie, la question se pose en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut en faire systématiquement, puis je ne dis pas jamais de la même manière, mais je me souviens très bien des périodes où il a fallu créer des centres de relations clients. Moi j'ai fait un peu de sociologie dans ce cadre-là. Après il y a eu la période de lean management. Vraiment que regard sociologique sur ce genre de dispositif, c'est très très réussi, très très riche. Et puis peut-être le dernier exemple que je peux citer, où j'ai pas mal creusé aussi sur la durée des approches sociologiques, c'est la question du télétravail. Alors non pas dans des recherches académiques, etc., mais plutôt dans une volonté d'appliquer pratiquement des apports sociologiques dans ces domaines. Donc c'est très varié. Et puis en fait, le sujet dont je vous parlerai peut-être plus en détail après, je l'annonce tout de suite, mais je le détaillerai plus tard, c'est celui de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un dispositif typiquement gestionnaire. Il n'y a rien de sociologique là-dedans, c'est réglementaire, les entreprises de plus de 300 salariés doivent faire de la GPEC, donc on m'a dit il faut faire de la GPEC, allez on y va. Bon, j'en ai fait pendant 15 ans de la GPEC, donc je vous raconterai tout à l'heure où j'ai mis la sociologie dans ce projet-là. Merci beaucoup. Est-ce que tu as juste une question, comme je demandais à Maria aussi, est-ce que toi, il y aurait un auteur, des auteurs ou des livres qui pour toi ont été particulièrement marquants et que tu aimerais conseiller éventuellement? Alors oui, mais je vais en parler plus tard parce qu'il faut qu'on rentre un peu dans la GPEC pour que je vous annonce le livre. Très bien, ça marche, merci. Je vais passer à nouveau la parole à Laurent, cette fois-ci avec un autre regard qui est celui du syndicaliste cette fois-ci. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu arrives à la sociologie, comment se fait cette rencontre et comment tu as été formé peut-être à la sociologie? Alors je reviens sur mon petit parcours de vie, sur mon CV, je vous raconte mon histoire, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai commencé à travailler dans la communication publique, au service d'information du gouvernement. Vous connaissez peut-être ça prépare les campagnes grand public et puis les sondages pour Matignon, etc. Et alors c'est l'époque, c'est là où ça va se couper en deux, c'est l'époque où on découvre un truc qui s'appelle Internet. Et tout d'un coup, on se rend compte que ça va bousculer la communication et profondément les médias. Et quelque part, je dis ça parce que c'est
ça a bouleversé le travail des communicants et des personnes qui analysaient, qui écoutaient la façon dont la presse communiquait ou interfaçait avec l'opinion. Et ça a modifié le travail lui-même de ce service, comme d'autres, j'imagine, en entreprise. Et puis parallèlement, c'est l'époque où il faut négocier l'aménagement réduction du temps de travail, ce que j'ai dit tout à l'heure, les 35 heures. Donc je m'engage à ce moment-là, je prends un mandat, je choisis la CFDT parce que par appétence culturelle, par choix personnel, et puis parce que c'est aussi, on s'engage aussi parce qu'on rencontre des personnes qui vous font partager des engagements. Et donc je me retrouve à négocier les 35 heures dans ce service qui mue avec l'arrivée d'Internet. Je fais ça vraiment par intérêt, peut-être par une vocation RH un peu rentrée, puis aussi le besoin d'écouter l'activité des gens, enfin, de ce qui se passe autour de moi. Au-delà de mon boulot, de m'intéresser à la façon dont fonctionne l'entreprise. Voilà, c'est un peu naturel, une curiosité personnelle. Je sais parce que d'abord j'ai senti, quand on négocie un accord d'entreprise, il y a une facette purement gestionnaire, combien ça va coûter, où est-ce qu'on va, d'un point de vue purement comptable, et puis ça vient se frotter avec une réalité personnelle et humaine, en quoi est-ce qu'une évolution de l'organisation vient percuter la vie, le travail de chacun. Donc une réalité humaine et une réalité gestionnaire qui sont parfois pas du tout mises en confrontation, alors que c'est tout l'intérêt, c'est de discuter. Et donc c'était très intéressant comme négo parce que là tout d'un coup je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. J'avais aucune formation de sociologue, j'avais que des convictions et de l'appétence militante, et j'avais en face de moi un contrôleur financier, comme on dit. Ce serait un DAF aujourd'hui pour d'autres, etc., d'autres contextes, mais je sens bien qu'il me manque quelque chose et que ma conviction, mes envies à 25 ans de militance ne suffisent pas à être convaincant ou à être un peu solide. J'aime beaucoup aimé cette expérience et du coup, après le SIG, je pars travailler dans un syndicat, dans une confédération, d'abord la CFTC puis la CFDT depuis une quinzaine d'années. J'y travaille là-bas à la convergence des médias parce que ça nous occupait beaucoup au début des années 2000. Et en même temps, je débarque dans une confédération sans aucune notion de sociologie du travail de l'entreprise ou des organisations. C'est un peu une panique en arrivant là-dedans. Je dis à mon employeur, de la CFDT4, mais je n'y connais rien en sociaux. Il va falloir que je me forme. Alors pendant quelques années, je fais ça. Alors le monde syndical, c'est un peu passionnant parce qu'on est des observateurs. On a le temps de faire les choses, on n'a pas de marché direct, d'accord. Donc c'est une grande richesse dans le monde pro aujourd'hui, c'est qu'on a le temps de se nourrir, d'instruire des dossiers, de les mijoter. Et donc pendant plusieurs années, j'acquiers une culture de terrain avec des militants, avec des lectures, au contact avec des chercheurs, avec des universitaires. Et rapidement, au bout de quelques temps, j'ai besoin de valoriser, de me confronter avec l'université, de valoriser cette expérience acquise. Donc, je suis à mi-carrière et je prends la décision assez lente parce que c'est difficile, je décide de quitter mon boulot pendant 1 an. Ce qui paraît, je dirais parce que c'est difficile de prendre cette décision, mais c'est absolument indispensable. On a besoin de se former tout au long de sa vie. Je ne regrette pas du tout. Je fais un master pro au CELSA, que vous connaissez sûrement. C'est une école dans sorte d'université, ex-parisien, de communication. C'est une école qui est à la fois de journalisme, de communication et avec une culture sociologique. Et je fais le master communication en ressources humaines, communication, management et ressources humaines. Voilà, j'y rencontre Philippe Adeline, je prends des cours avec Olivier Folly, avec Pascal Tebois, et au fond, je sors de ce master assez rassuré. J'ai bien appris. Et donc, ça, quelque part, c'est une sorte de VAE.
les universitaires valident ce que j'ai confronté, ce que j'ai appris à la CFDT les années précédentes. Donc je veux dire, c'est un diplôme de communication interne, de communication RH, mais avec c'est assez structuré sur la sociologie des organisations, avec Pascal et Philippe. Il y a une ouverture sur la sociologie du travail avec Olivia, mais tout ça me conforte dans l'idée qu'il faut avoir ces repères-là quand on est dans un milieu syndical. Voilà. D'ailleurs, ce diplôme, mon mémoire et ma petite recherche, va me faire appréhender un sujet. C'est la commande de mon bureau qui m'envoie en formation et qui en retour attend un sujet, qui est celui de la charge de travail. C'est un sujet qui est vieux comme le monde, il est à peu près périmétré depuis quelques années, mais on va y revenir parce que c'est un sujet qui balaye l'ensemble des conditions du travail. Et donc là, il faut avoir quelques bases un peu solides pour en parler. Et en sortant de ce diplôme, je me sens assez bien assuré entre mon expérience et le miroir que m'ont ramené les professionnels et les universitaires pour continuer quelque chose, pour rebondir, en plus équipé de mon sujet qui passionne aujourd'hui les militants, les adhérents managers, etc. Donc ça a été une bonne rencontre pour ensuite continuer mon chemin, et je reparlerai plus tard en quoi est-ce que la sociologie du travail et les organisations, qu'est-ce que j'en fais plus concrètement dans mon quotidien. Merci beaucoup Laurent. Donc on a 3 rencontres avec la sociologie et la sociologie de l'entreprise en particulier. Vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche sur mais finalement comment on peut en faire quelque chose. Peut-être Blaise, tu veux bien nous raconter du coup un petit peu un exemple de ce que tu as pu en faire? Alors, je reviens sur mon histoire de GPEC. Ça parle peut-être pas à tout le monde. La GPEC, ça veut dire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc c'est en gros une démarche qui consiste à essayer de s'interroger, de faire des projections, des hypothèses sur l'évolution des emplois et des compétences dans une entreprise à un horizon à peu près raisonnable. On n'est pas dans la politique fiction. Dans les entreprises, en règle générale, on est dans des horizons de 3 à 5 ans. On se dit, quelles sont nos ressources d'aujourd'hui, quelle est la stratégie de l'entreprise, ses contraintes, et comment on voit l'entreprise dans 3 ans. En gros, pour simplifier, en termes économiques, en termes quantitatifs, est-ce qu'il faut recruter, est-ce qu'au contraire il faut réduire le personnel, comment vont évoluer les effectifs, est-ce qu'il faut fermer des sites, en ouvrir, voilà, un volet vraiment économique. Et puis un volet qualitatif, un volet plus social sur l'évolution des compétences, l'évolution des savoir-faire, de la formation, etc. Donc il y a évidemment des formations RH, des bonnes pratiques, des rapports, il y a beaucoup de matières gestionnaires sur ce domaine-là. Et puis, très vite, en fait, cette démarche-là, elle est reproductible tous les ans. Chaque année, on refait cet exercice. Donc la première fois, on tâtonne un peu, et puis au bout d'un moment, on connaît un peu le système et on essaye d'instiller des ingrédients un peu plus intéressants, peut-être plus pertinents. Et très vite, moi, ça m'a parlé, j'ai fait le lien avec la sociologie, au départ beaucoup avec la question du changement. Parce que, on fait des hypothèses sur l'évolution de l'entreprise, au sens général du terme. En gros, la GPEC, c'est une forme de stratégie RH, le chapeau de la politique RH de l'entreprise. Alors je me suis essayé à expérimenter des choses de type sociologique, mais je suis très prudent, évidemment, il n'y a pas de thèse de sociologie, de bouquin de sociologie qui soit la Bible, qui soit prête à l'emploi. Et puis, comme j'ai fait ça pendant 15 ans, ça m'a aussi permis de réfléchir sur ce qui marchait moins bien, était pertinent ou pas.
Alors bon, rapidement, je vais dire que des liens avec la sociologie, j'en trouve 4. Le premier, je vais passer vite, c'est cette façon d'essayer de problématiser un peu des questions de changement dans l'entreprise. Je vais forcément pas m'attarder, mais un exemple que je peux vous donner, c'est la question du métier. Comment on voit l'évolution des métiers dans l'entreprise. Alors les RH ont un discours sur les évolutions de métiers, mais les sociologues aussi. Voilà. Alors bon, des questions de ce type-là, je trouve que cet équilibre, cette articulation entre sociologie et gestion, c'est très riche, très intéressant, et ça apporte vraiment des regards complémentaires. Deuxième exemple, comment est-ce que, à titre personnel, quand on dirige ce genre de projet, on se situe dans l'entreprise? Alors, moi, je suis payé par mon employeur, c'est mon dirigeant, mes dirigeants qui me demandent de faire de la GPEC, donc j'ai toujours été extrêmement loyal, respectueux des contraintes réglementaires, donc je fais le job. Mais en même temps, la sociologie, ça offre des possibilités d'évasion, de voir les choses autrement. Et donc c'est aussi une très bonne occasion d'avoir accès à tous les interlocuteurs, la direction, les représentants du personnel, les managers, etc. Donc s'il y a des messages à faire passer, des petites influences à avoir, en termes de posture, on est expert de la GPEC dans l'entreprise, bon c'est pour le boulot, mais on peut aussi être un peu chercheur. Je le mettrai évidemment avec beaucoup de guillemets, mais on peut essayer de faire grandir un peu la réflexion de nos interlocuteurs. Voilà, pour leur dire, c'est pas juste, on ne va pas juste s'agir d'additionner des effectifs pour résoudre le problème de la GPEC ou former, mettre en place des plans de formation. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Dernier aspect, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que la sociologie, ça aide aussi à, ça va peut-être vous surprendre, à professionnaliser la conduite de projet. C'est-à-dire que y a des méthodes de conduite de projet classiques, voilà, comment faire fonctionner des délais, des reporting, la mécanique, celle-là est relativement classique. Par contre, la sociologie, je trouve, ça permet d'avoir des bases peut-être invisibles, dont on ne se rend pas forcément compte, mais sur cette capacité à vraiment poser un cadre de départ, à essayer d'expliciter un peu des commandes, à quoi ça sert, ce qu'on veut faire, à poser un diagnostic, à voir comment ce diagnostic on va le conduire, quelles enquêtes il faut mener. Bon, donc évidemment il faut traduire tout ça dans le réel, dans le contexte, mais les bases de méthodes sociologiques de conduite de projet, moi ça m'a toujours aussi intéressé. Bon, je vais vite pour aller finalement à quand même peut-être l'originalité, s'il y en a une, que je peux avoir, parce que je pense que ça c'est des choses qui seraient reproductibles un peu partout. Si j'avais un message un peu plus personnel à passer sur ces 15 ans d'expérience, je dirais que la GPEC, pour moi, ça a été, pendant cette période, une démarche technocratique, questionnaire, et aussi une démarche d'agitation sociale. Et j'ai essayé de l'appliquer dans mon organisation, qui est une mutuelle d'assurance, d'origine très ancienne. En fait, la question du changement que permet d'aborder la GPEC, au-delà de production, de livrables, comme on dit dans le monde des entreprises, c'est la question de l'évolution, de la modernisation d'une communauté professionnelle, de l'entreprise vue comme une communauté. Alors c'est là que je viens à la lecture, parce que cette histoire de communauté, quand j'évoque le terme de communauté à des collègues, des salariés, ça leur évoque des choses, communauté de pratique, community manager, le terme de communauté est assez galvaudé. Et puis j'ai découvert, grâce à la sociologie, que la communauté c'était quand même aussi un concept qui avait été très spécifique,
peut-être très particulier parce que moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un concept. Alors, Denise, Jim Nisbet, la tradition sociologique, bon, je n'ai pas creusé plus que ça, hein, mais rien que des lectures assez faciles en fait d'accès, ça permet de comprendre qu'un concept apparemment comme ça très théorique, en fait on peut très bien se l'approprier et l'utiliser concrètement. Alors je fais juste rapide. Pour moi, ce que j'en ai retenu de la communauté, c'est 3 critères cumulatifs. Et ça vient des bouquins. C'est l'appartenance sociale à un groupe commun, c'est des liens étroits et affectifs entre les personnes, et c'est un projet de nature morale et fortement ritualisé. Peut-être que c'est mon choix, mais c'est ma vie, je ne dis pas que j'ai une vision de la communauté qui s'impose à tout le monde, mais c'est ce que j'en ai retenu, et ça a été extrêmement intéressant pour moi de comprendre que cette notion de communauté, elle s'appliquait parfaitement à l'origine, à l'histoire de Groupama, à sa culture d'entreprise. Groupama, c'est l'origine agricole, rurale, donc c'est des gens qui partagent un groupe social relativement homogène, même si après, voilà, c'est des liens étroits et affectifs entre les gens, il y a cette notion de proximité géographique, il y a des gens qui travaillent à Groupama de père en fils ou de mère en fille, un univers très familial, très PME. Et puis, c'est aussi un projet très moral et avec beaucoup de rituels autour du mutualisme. Le mutualisme de terrain qui est toujours très vivant à Groupama. Il y a des gens originaires, des caisses locales. Voilà, ça vit sur le terrain avec beaucoup de symboles. Donc, Groupama, c'était une communauté. Et le problème, c'est que cette communauté, évidemment, elle est interpellée, elle est bousculée par la concurrence, les évolutions technologiques, le monde moderne, etc. Et puis la volonté de grandir et de se diversifier dans l'entreprise. Alors, toute la question, c'est comment cette modernisation peut s'opérer sans être une rupture totale, parce qu'on peut avoir plutôt une entreprise consensuelle, hein, où il n'y a pas ça, volonté d'être en rupture avec le passé. Et donc la GPEC, c'est une façon de s'intéresser sur les impacts de cette évolution du modèle communautaire et qu'est-ce que ça implique en termes de stratégie RH. Voilà. Alors du coup, là, je ne vais pas du tout développer, mais de cette analyse découlent en fait 2 choix un peu importants en termes de politique RH. Nous, à la GPEC de Groupama en Écoben, elle est basée sur 2 dispositifs essentiels sur lesquels on est systématiquement en recherche d'amélioration. C'est 1, la compétence, 2, la relation client. C'est-à-dire, on a fait des choix. On a dit, nous, notre politique RH, elle tourne autour de ces 2 volets. Voilà. Mais on ne les a pas sortis d'un chapeau. Hein. Ces 2 volets, ils découlent pour moi très directement de cette histoire de possibilités raisonnables, réalistes, mais en même temps un peu avec des perspectives intéressantes et ambitieuses d'évolution d'un modèle communautaire de l'entreprise. Je termine juste avec une petite citation, parce que ça va parler aussi à pas mal de gens dans cette salle. C'était pour moi un excellent exemple d'une petite phrase que j'ai adorée de Norbert Alter, qui disait à un moment, et je pense que vous l'avez peut-être entendu aussi, il n'y a rien de plus pratique qu'un bon concept. Et moi j'ai trouvé que ce concept de communauté, c'était tout à fait l'illustration parfaite de cette phrase de Norbert. Merci beaucoup Blaise pour cette illustration justement concrète de comment s'inspirer, comment aller chercher les ressources sociologiques aussi pour l'action. Et c'est vraiment la visée de la sociologie de l'entreprise. Et je pense que du coup ça va parler aussi à beaucoup de collègues RH très certainement. Je pourrais nous donner un petit peu un exemple ou quelques exemples de la manière dont on peut, comment tu mobilises concrètement cette sociologie. Merci Greg. Alors, du coup, tu as utilisé le terme d'équipement. Moi, j'ai envie de repartir de ça et pour mobiliser du coup la sociologie dans la pratique professionnelle de formation et de management. En fait, j'ai envie de repartir de cette image d'équipement. On va parler entre guillemets au sens premier, de matériel qui permet à la fois
de produire une activité au sens de l'outil, mais aussi qui permet c'est aussi un équipement de protection. Protection de soi, mais aussi protection des autres. Alors peut-être je vais démarrer par le premier point qui est la sociologie comme équipement pour produire une activité. Je pense que la formation, alors pas à chaque fois, il y a certains stages où on peut effectivement s'inscrire et être présent au stage et acquérir des compétences, mais certains dispositifs de formation qui pour moi c'est une modalité d'intervention. C'est-à-dire que ça nécessite qu'on fasse une analyse de besoins approfondie, que l'on pose un cadre, que l'on s'assure des conditions de réussite. En clair, ça veut dire que la formation, pour moi, elle démarre avant la présence dans une salle de formation et elle se prolonge après, pour que ça marche vraiment. Et là, si on considère que c'est un dispositif d'intervention in fine, ça veut dire qu'en amont, il faut poser un certain nombre de choses. J'aime beaucoup la professionnalisation de la conduite de projet. Et ça veut dire que c'est mobiliser en fait la sociologie pour cette fameuse analyse de besoins, ça professionnalise. Je vais revenir sur le modèle SIC, c'est-à-dire que c'est poser ce cadre, donc structure, interaction, culture, un peu comme un filtre qui permet d'être sûr qu'on a vraiment posé toutes les questions. C'est faire ce détour, et le détour le plus important pour moi, c'est de se dire que cet individu que l'on veut former, ou ce groupe d'individus, ce collectif que l'on veut former, il s'inscrit dans une organisation. Et du coup, l'idée, c'est de déplacer le regard, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de former ce groupe, c'est déplacer un petit peu le regard autour sur l'organisation, se poser la question de leur organisation de travail, de leur profil de poste, se poser la question de la façon dont ça se passe aussi, en interaction avec les groupes, etc. Peut-être pour illustrer, je vais prendre un exemple. Et je vais vous transporter dans une commune avec des écoles. Et puis dans ces écoles, il y a des élèves qui mangent le midi. Donc il y a une cuisine centrale et des offices de réchauffe dans chaque école. Et puis pour remettre les repas en température, les repas qu'on a reçus, et puis pour servir les enfants à table, on a des petites équipes de 4-5 personnes avec à la tête un responsable ou une responsable d'office. Donc un office par école, et puis au-dessus de ces responsables d'office, des responsables de secteur, c'est-à-dire qu'on a partagé la commune en quartiers, en secteurs, donc responsable d'office, un responsable de secteur qui chapeaute un certain nombre de responsables d'office, et encore au-dessus, en centrale, en mairie, une direction avec une directrice. Voilà le décor. Et cette directrice m'appelle un jour et elle me dit il faut absolument qu'on forme les responsables d'office. Ça veut dire à peu près une trentaine de personnes. Il faut qu'on les forme parce que ça ne va pas du tout. Il faut qu'on les forme en management et en communication parce que rien ne remonte. Voilà, il y a des informations, des intrusions parfois, des fuites dont j'entends parler au conseil d'école ou par des élus ou même des problèmes interpersonnels dans les équipes dont j'entends parler par les syndicats. Je n'étais pas au courant, ça ne remonte pas. Voilà. Donc ça, c'est la communication. Et puis il faut aussi qu'on les forme en management parce qu'elles ne se comportent pas comme des cadres. Okay. Alors, une fois qu'on vous a posé le problème, il y a tout de suite la solution derrière. S'il y a un problème, il y a qu'à former à la communication et au management. Et en plus, l'attente tout de suite derrière, c'est que moi je dégaine un calendrier et que je dise on les met tel jour à telle heure, à tel moment, etc. Alors, première négociation, c'était d'obtenir au moins des entretiens avec les bénéficiaires. C'était pouvoir avoir une observation sur le terrain, bref, faire enquête. Donc faire enquête, aller chercher des documents, parler aux gens. Donc, et puis, ça peut, entre guillemets, se vendre. Sans forcément parler, il ne faut surtout pas parler d'enquête ni de sociologie parce que ça peut effrayer, mais juste parler d'aller rencontrer les bénéficiaires, voir ce qu'ils en pensent, puis pouvoir les faire adhérer. Et en général, ça marche. Donc, les résultats d'enquête, à la fois entretien et je dirais observation, en fait, ça a été assez surprenant. Donc, je vais commencer par vous le raconter un peu en étant dans le cadre. Au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau de l'organisation du travail, le premier point, c'était de découvrir que sur les profils de poste, il n'y avait aucune mention de management. C'est-à-dire que ce qu'on renvoyait à ces personnes, c'est que sur les attendus de l'organisation, on n'attendait pas d'elles, alors je dis elles parce que c'était majoritairement des femmes, on n'attendait pas d'elles qu'elles soient cadres. Et pourtant, on leur demandait dans le réel. Donc ça, c'était le premier point.
Le deuxième, c'est que, donc je vous disais, elles sont sur le terrain de la commune, hein, dans les écoles, et puis il arrivait parfois que certains agents de l'office, alors on va partir du principe que les intentions sont toujours bonnes, hein, pour aller plus vite et pour obtenir un congé, ils demandaient le congé directement au-dessus en centrale à la direction. Et le congé, il était accordé. Ce qui fait que les responsables d'office me disaient, alors ça n'arrivait pas tout le temps, mais il suffisait que ça arrive une fois pour que ça déstabilise. Donc les responsables d'office me disaient, mais moi, il m'arrive complètement pour circuiter. C'est-à-dire que j'arrive le matin, je ne sais pas combien d'agents je vais avoir pour faire tourner et faire manger les enfants. Donc, voilà, c'est-à-dire que le fait même qu'on puisse accepter d'accorder des congés, ça en dit beaucoup de choses sur la place qu'on leur accordait en tant qu'encadrante. Et sachant que les congés, c'est quand même un marqueur assez important de l'organisation des ressources dans une équipe. Ça, c'est le deuxième point. Puis, un truc anecdotique hein, qui s'appelle organigramme, ils n'étaient pas. C'est-à-dire que du coup, ça passait, donc on avait la directrice, les responsables de secteur, et puis après, on avait le nom des écoles, hein, en râteau. Alors après, je vous passe de détails, il pouvait y avoir là aussi des choses complètement anecdotiques, comme la commission de sécurité qui se déplaçait sur l'école, on invitait tout le monde, sauf la responsable d'office, mais qui en même temps était responsable de l'office. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais de danger dans les écoles, dans les cantines, donc tout va bien. Bref, voilà, ça c'est ce qui a émergé, je dirais, au travers de l'enquête. Et puis, une dernière chose quand même sur l'enquête, c'est lorsqu'il y avait un problème au sein de l'équipe, alors la direction, là aussi, les intentions sont toujours bonnes, la direction partait du principe que les responsables d'office qui étaient des agents issus du rang, hein, c'était d'anciennes cuisinières qui ont pu être promues, ce qui est très bien en termes de déroulement de carrière. La direction partait du principe que leur rapport à l'écrit était un petit peu fragile. Ça n'a pas été pointé dans les besoins de formation, c'est l'enquête qui l'a révélé. Du coup, pour ne pas les mettre en difficulté, quand il y avait un problème au sein de l'équipe, elles en parlaient au responsable de secteur qui lui rédigeait le rapport. Voilà, ça, je reprendrai après. Donc ça, c'est l'enquête. L'observation sur le terrain, donc voilà, j'ai ça, j'ai le discours de la direction, puis j'arrive sur le terrain et je me rends compte que les offices tournent. Les enfants mangent à l'heure, ça se passe plutôt bien, mais il y a ce qu'on appelle le coup de chaud, hein, puisque il faut vraiment que les enfants mangent à 11h30, il n'y avait pas de problème, mais ça tournait, il n'y avait pas de problème majeur. Et en fait, dans l'observation et au travers des entretiens, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça marchait sur d'autres ressorts. Ça marchait parce que les responsables d'office, donc anciennes cuisinières, issues du rang, avaient développé, c'est-à-dire que leur ressource managériale, c'était cette identité professionnelle très forte. C'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, elles jouaient alliance avec les agents, elles jouaient alliance, elles étaient légitimées par le fait qu'elles mettaient elles aussi la main à la, je veux dire, elles participaient aux tâches parce qu'elles connaissaient le métier. Et d'ailleurs, les agents, parce que j'ai eu aussi des entretiens avec les agents d'office disaient, oui, non, enfin, une responsable d'office, c'est quelqu'un qui fait le même travail que nous, et qui vient nous aider quand on a un problème. Donc il y avait ce système d'alliance, il y avait aussi quelque chose qui reposait sur des valeurs métiers partagées, solidarité et l'entraide. Donc une fois qu'on a dit ça, il paraît naturel que le responsable d'office, lorsqu'elle a un problème avec un agent, elle va essayer de le régler avec l'agent. C'est-à-dire qu'elle ne va pas raconter au responsable de secteur au risque de vivre une forme de trahison et de briser l'alliance, le pacte, qui permet de tourner au quotidien. Pareil, les histoires de fuite, d'intrusion, voilà, ce sont pareil, tu parlais de communauté, c'est-à-dire que dans une commune, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on habite la ville, on se connaît, souvent, moi je travaille en restauration, mais le mari de la collègue, il est aussi au service technique, il y a cette question du réseau qui fait qu'on va régler très vite le problème de fuite. On va régler le problème d'intrusion, parce que dans leur discours, entrer dans une procédure bureaucratique qui consiste à faire remonter à la direction et la régler 2 ou 3 jours après, c'est déjà trop tard. Le quotidien, c'est qu'il va falloir que ça tourne et que l'office puisse permettre aux enfants de manger. Bref, une enquête qui révèle que l'organisation formelle ne les positionnait pas comme cadre. Alors on demandait en fait de régler en formation ce que l'organisation avait contribué à créer comme difficulté. Et puis, on aurait pu faire, honnêtement, on aurait pu faire de la communication, du management, je pense qu'elles auraient été contentes, mais l'idée, là, c'était d'installer un dispositif de formation qui permettait au passage de régler les questions de profil de poste, les associer à la rédaction de ce profil de poste, de régler les questions de circuit et de
aussi des formations à l'écrit, on a étayé aussi cette identité professionnelle un peu singulière, mais l'idée c'était aussi de travailler sur l'ensemble du système et de remettre, de permettre aux informations de circuler autrement que ce qui était forcément attendu. Voilà, ça c'était le premier point sur la sociologie comme équipement pour produire une activité. Deuxième point, je vais être très rapide. La sociologie comme équipement de protection, donc notamment sur les interactions et sur les questions de management. Là, je vais aller mobiliser l'analyse stratégique, Crozier, Friedberg, c'est-à-dire que ça permet, la sociologie permet de lire, parfois de déjouer des jeux d'acteurs, ou du moins, voilà, d'éviter l'instrumentalisation, d'avoir entre guillemets, si vous me permettez, un coup d'avance, c'est-à-dire que, et puis de se dire, de pouvoir s'adapter, de se positionner, voilà, lire ce qui se passe dans une réunion, dans un projet, de pouvoir faire alliance ou élaborer une stratégie pour éventuellement déjouer des contraintes ou prendre des blocages. Ça, c'est le premier point sur l'analyse stratégique. Ça permet aussi tout le temps de se remettre dans un contexte organisationnel, c'est-à-dire éviter les questions de personnes entre guillemets, pour soi mais aussi pour les autres. C'est-à-dire être dans une « ah mais c'est parce que machin est comme ça », c'est-à-dire éviter trop forte psychologisation, et puis pour soi éviter les susceptibilités, c'est-à-dire mettre le rôle professionnel, c'est ma position dans l'organisation qui est attaquée, et non pas moi en tant que sujet. Et ça, au quotidien, je vous promets que c'est assez confortable d'avoir ce bouclier. Et dernier point, et là aussi je vais reconvoquer l'envers à terre, c'est là où c'est protecteur, c'est avoir ce réflexe de penser l'organisation à partir des opérateurs. Donc, c'est la petite phrase que j'ai retenue. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que penser tout le temps à faire le détour et de, je dirais, mettre au cœur du projet les personnes qui font le travail réel. Alors ça paraît tout bête, hein, mais honnêtement, ça permet d'éviter d'avoir des décisions décalées. Ça permet au passage de les associer, de leur permettre de s'approprier, et ça se permet surtout d'avoir des propositions, des idées auxquelles en aucun moment on n'a pas pensé, en toute humilité. Et éviter cette bonne, là aussi les croyances managériales, les bonnes idées, elles viennent forcément d'en haut. Je terminerai là-dessus, je tends le coup à ça. Et je remets les opérateurs au cœur du projet. Merci beaucoup Maria pour ce témoignage autour de ce double équipement. Je trouve effectivement intéressant la manière dont tu le déploies. Je pense que là, Norbert Alter, les oreilles qui sifflent ce matin. Mais merci beaucoup pour ces témoignages. Et je vais revenir à Laurent tout à l'heure. Justement, tu évoquais la question peut-être de la charge de travail. Justement, tu me disais que c'est quelque chose sur lequel tu avais réfléchi à partir de la sociologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il est évident que les meilleurs managers, comme les meilleurs militants, ce sont ceux qui ont une culture sociologique. Je vais vous dire pourquoi. Alors nous, syndicalistes, on est d'abord des juristes, des apprentis juristes. En tout cas, on voit la règle de droit, on va pouvoir arbitrer sur des conflits individuels. C'est le quotidien d'abord du défenseur, des salariés, etc. On connaît bien le droit par la pratique, on ne connaît pas les derniers rebondissements tout en haut à la Cour de cassation, mais on connaît bien la conflictualité. Par exemple, les principales questions juridiques qui se posent, c'est des trucs très basiques d'application du contrat de travail, de se faire payer, etc. Voilà. On est aussi des apprentis psychologues. J'ai appris avec cœur. Hein. On apprend avec le quotidien des travailleurs, des salariés. J'ai dit travailleurs dans le sens de l'individu au travail. J'y reviendrai. Donc on est parce qu'il faut les écouter, parce qu'ils manquent d'écoute. Je fais une parenthèse. Si je retiens un truc de mon travail depuis 15-20 ans, c'est qu'on ne parle pas assez de l'activité. Je vois devant moi des gens de l'AFSI que je connais un peu. Voilà, et nous aussi, syndicalistes, nous avons à redécouvrir ce que c'est que l'activité et savoir écouter le travail. Et je me rends compte que des gens depuis des années qui se plaignent de ne pas avoir assez d'espace d'écoute, de parole et de mise en débat de l'activité. J'y reviendrai. Donc on est des juristes, des apprentis psychologues, on est aussi des apprentis gestionnaires, hein, on est engagés dans des organismes de gestion. Nous, ça fait de nous un peu des
des gens un peu polyvalents. Mais je dis ça pour situer que nous redécouvrons, je le dis avec humilité, nous redécouvrons que nous avons abandonné ces dernières années, on se rattrape maintenant, cette question de l'activité et du travail réel. Voilà, je ne critique pas les organisations, on a notre part aussi à faire. Nous militants, nous syndicalistes, nous avons à redécouvrir, à être capables d'écouter la charge de travail vécue par chacun. Quand je dis charge, ce n'est pas forcément négatif. Quelqu'un qui s'ennuie est profondément malheureux. Ou même si on n'est pas attendu le matin dans un collectif, c'est difficile. Donc, nous avons à reprendre langue, à nous former à la socio. Là, je mélange un peu la socio des organisations, de l'entreprise, et la socio du travail. On est sur un niveau 1 d'appréhension, donc on se sert un peu partout. Pardon, je ne suis pas un puriste, mais nous avons à nous replonger dans cette appréhension de l'activité, des conditions de l'activité, c'est-à-dire tous les modes de management, la gouvernance de l'entreprise. On ne peut pas être un bon manager ou un bon militant si on ne connaît pas le fonctionnement de l'organisation et les interactions, c'est évident. Bien sûr, on doit aussi s'acculturer vous avez cité Claude Dubar, à ce que c'est que l'identité professionnelle. On parle beaucoup aujourd'hui des métiers, de la gestion, y compris de la GPEC par métier, parce qu'on a besoin de s'approprier quelque chose qui est à soi. Le métier, c'est un truc qui est à soi, qui n'appartient pas à l'employeur. Quand je quitte l'employeur, je reste un métier, je reste du métier. On a besoin aussi quand on parle d'équilibre de vie, c'est bien difficile à discuter, ces questions. Il y a une très forte demande sociale, et ça veut dire quelle est la place du hors-travail dans l'activité, comment ça prend place. Et ce que je suis écouté, par exemple, si j'ai des soucis personnels, je ne suis pas du tout le même travailleur quand j'entre sur la scène du travail. Ce sont des évidences, et en même temps, c'est difficile d'en discuter en entreprise. On peut difficilement poser des questions sur des questions personnelles ou intimes à un salarié. Donc la charge de travail, c'est tout ça. C'est une palette qui fait que l'on a besoin de comprendre le travail réel et son environnement et l'ensemble de ses conditions. Pas seulement les conditions de travail, le bruit, la technique, etc., mais l'ensemble des conditions du travail. C'est très concret. Pendant la crise, pendant les longs confinements, on a tous travaillé à distance. Tout d'un coup, le télétravail, ça met une partie infime. Le 20 mars 2020, la France bascule tout d'un coup, on avait des télétravailleurs. Personne n'était prêt à qu'est-ce que c'est que le télétravail. C'était réservé à une élite qui pouvait se permettre de se promener avec son boulot qui tenait dans un ordinateur. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas forcément, il a fallu y réfléchir après. Les sociologues se sont emparés de la question. Ça veut dire quoi travailler ensemble, mais à distance? On a redécouvert des évidences comme le manager de proximité qui était central pour faire fonctionner des équipes. On s'est rendu compte qu'on n'était pas équipé intellectuellement pour comprendre les interactions de gens qui sont chez eux plus ou moins heureux et plus ou moins de soucis, et des gens qui se voient plus, qui ne se parlent plus. Voilà, le travail à distance, il faut de nouveau le penser, parce qu'on a du mal à revenir à l'unité de temps, travail, action, etc. lieu. On a besoin aujourd'hui d'être équipé. C'est quoi les interactions du travail à distance? Parce qu'il y a des gens qui bossent plus, des gens qui bossent moins, des gens qui bossent mais qui n'expliquent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas en interaction, etc. Là, il y a un vrai apport, des sociologues. Ou bien la mode actuelle qui ne concerne pas beaucoup de monde mais qui fait des ravages du truc complètement idiot qui s'appelle le flex office, qui consiste à vous dire vous venez au bureau et vous ne savez pas si vous pouvez vous asseoir. Je peux te considérer, c'est très grave d'imaginer de repenser le travail. Mais j'ai un exemple, je dis ça parce que elles sont provocatrices, parce que j'ai un exemple en tête
d'une grosse entreprise, une très grosse PME de 500 personnes, qui passe au flex office à l'arrache, comme ça, en voyant des économies de mètres carrés et en ajoutant les plantes vertes pour faire bien, et puis quelques canapés. Ça coûte cher en plus, hein, des déménagements, d'espace, etc. C'est un vrai coût, c'est un vrai chantier. Et puis le CSE de cette boîte a fait une alerte et a demandé à un cabinet de consultants de rendre son avis sur ce passage forcé au flex, enfin forcé selon mon point de vue, au flex. Et le rapport des consultants est très très bon, il est remarquable. Ce consultant est d'abord un sociologue. Il regarde exactement, il décrit la façon dont l'entreprise s'organisera avant et après le passage au flex, et il démonte complètement le projet, non pas parce que le projet est mauvais en soi, mais parce qu'il n'est pas pensé, parce qu'il n'est pas réfléchi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de management, en termes de vie quotidienne, etc. Voilà. C'est plus que de l'outillage, la sociologie du travail des organisations. Si je suis manager, je fais passer un entretien annuel. Quand je le fais passer, est-ce que je suis formé à ça? Est-ce que je sais, avec mon N-1, discuter de l'ensemble de sa charge de travail et des conditions de son travail? Je ne sais pas. D'ailleurs, je fais une digression, on s'intéresse beaucoup à la formation des managers depuis à la CNT cadre. On a quelques rôles dans les écoles de gestion et les universités. Est-ce que les managers, est-ce que ceux qui sortent des écoles sont capables, ont une culture sociologique? Voilà. Moi, à mon niveau, j'ai la chance, je donne quelques cours à Paris Nord et au CELSA à des futurs RH. Alors c'est vraiment, je ne suis pas du tout universitaire, mais je rapporte la base socio du travail et des orgas, et certains sont très calibrés dessus, et d'autres découvrent. D'accord? Et même certains qui sont on a vu en Master Pro, à mi-carrière, des gens qui découvrent, des gens qui découvrent à mi-carrière qu'ils n'ont pas été formés à ça, alors que c'est l'outillage indispensable. Voilà, donc je suis bien, on est bien dans le monde syndical avec votre rapport, hein, sans hésiter, d'autant plus qu'on promeut des relations sociales, un syndicalisme situé dans l'entreprise, hein, ça a été cité avant-hier à la matinée introductive, l'entreprise qui est... alors, c'est un choix de la CFDT de faire de l'entreprise un lieu d'intervention, hein, parce qu'il y a des lieux d'intervention au-delà de l'entreprise. Les relations sociales locales sont assez récentes, au fond, à l'échelle de l'économie ou à l'échelle de l'histoire industrielle, à l'histoire de notre pays. Il n'y a que depuis 10-15 ans qu'on négocie au niveau de l'entreprise. Hein. D'ailleurs, on ne négocie pas assez, mais l'entreprise est une question syndicale depuis assez peu de temps. C'est un choix qui n'est pas évident parce que ça veut dire qu'il faut s'engager, y compris avoir des militants dans les conseils d'administration. Ça veut dire qu'il faut prendre le risque de négocier l'organisation du travail, hein, qui ne nous appartient pas, mais de prendre des risques, parce que derrière, si on négocie et qu'on n'y arrive pas, on peut avoir un retour de flamme des salariés ou agents publics, mais on prend le risque de s'intéresser à l'entreprise comme organisation, et on le fait évidemment avec vos outils. Voilà, on fait aussi des appels à des sociologues on fait souvent des écoutes de terrain, ce qu'on appelle des recherches-actions. On recueille des données et puis on travaille, puis on croise au tri avec des sociologues, et comme ça nous aide à analyser ce qui se passe vraiment. Voilà, même à l'extérieur des entreprises, hein, Frédéric Ray, et on bosse avec Frédéric Ray par exemple de façon interpro à l'IRES. Qu'est-ce que c'est que les relations sociales dans les TPE, dans les PME? Qu'est-ce que la révolution des critères du dialogue social aujourd'hui, depuis 2017, en quoi ça impacte
entre dialogue social et dialogue professionnel. Il y a des chercheurs, Pascal et Frédéric nous aident sur ces questions-là. Donc on est bien dans cette d'aller chercher de l'équipement intellectuel, d'aller chercher des professionnels de la profession, des chercheurs pour nous aider. Et ça s'articule très bien avec ce que l'on a à faire. Je termine, si j'ai encore un petit peu de temps, sur mon propre rôle dans ce petit monde-là, en éditant une revue. Alors cette revue, je la définis, comme elle s'appelle, la revue cadre, vous la trouverez en ligne. Elle se définit parce qu'elle n'est pas tout à fait militante, parce que c'est pas une revue complètement syndicale, mais en même temps on cherche à cliver un peu, à provoquer. Le prochain numéro s'intitule Bullshit Management. Ça fait son effet, mais vous savez, c'est un peu ces slogans qui mobilisent l'individu et qui pense que ça va organiser le travail, quitter votre zone de confort, etc. Voilà, mais derrière ce sujet, il y a quelque chose d'assez grave qui est là. La revue, elle n'est pas tout à fait grand public parce qu'elle est un peu exigeante, et puis elle n'est pas complètement, c'est pas une revue non plus de la comité de lecture, c'est une revue qui vulgarise. Et là, je joue mon rôle de passeur auprès de mes adhérents managers et de mes militants. Je joue mon rôle de passeur entre les sociologues et d'ailleurs, je les enjoins à pas seulement être intervenants avec leur méthode scientifique, mais aussi à passer de la culture. Pour inciter des militants et des managers à venir se former, il faut vulgariser. Il faut être capable de passer d'un HDR à 6 pages, à 8 pages, et de façon de montrer en quoi c'est utile pour le quotidien et l'organisation du travail. Donc je vulgarise, je joue le rôle de passeur. Je valorise aussi les thèses récentes. Je fais très attention quand j'édite, je regarde toujours les thèses liées à mon sujet qui ont moins de 2 ans parce qu'il faut évidemment valoriser les doctorants, mais les docteurs en sociaux, c'est l'évidence. Si on joue notre rôle de syndicaliste en valorisant le travail des cadres. On cherche aussi à favoriser les interventions. Tout à l'heure, je parlais de consultants sociologues. Il faut absolument aider nos élus en CSE, même nos représentants, tout simplement, à aller chercher ce terrain d'intervenants, d'écoutants, parce que tout ce qui manque dans l'entreprise, ce qui manque beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui, c'est de prendre du recul quand on a des projets de réorganisation. Les meilleurs projets, les meilleures décisions sont celles qui sont collectives, qui prennent en compte les conflits logiques et différentes, les interactions entre parties prenantes. C'est je vous parlais de mes 35 heures avec l'approche gestionnaire à mon quotidien des salariés. Il faut que tout ça puisse discuter et s'affronter. Il faut qu'il y ait de la dispute professionnelle, comme disait l'autre. D'ailleurs, au quotidien, on a du mal à discuter entre nous de ce qu'est le travail et de se mettre d'accord sur nos critères de qualité. Donc, c'est pas tout à fait la question de l'organisation, mais on n'est pas très loin de ces questions-là. Donc voilà, on est tout à fait, on est très à l'aise avec vos métiers, avec votre matière, à condition de jouer des rôles bien articulés. Merci beaucoup, Laurent.